Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Passion médiéviste, le podcast où je vous invite à plonger dans le Moyen-Âge pour mieux le découvrir et mieux le comprendre. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui je vous propose un épisode hors série pour parler à nouveau de patrimoine en parlant d'une région qui est très chère à mon cœur, la Bretagne. Oui, j'ai de la famille vers Nantes et Guérande, alors c'est bien loin d'ici car aujourd'hui nous enregistrons à Dinan à l'occasion de l'édition 2025 de la Fête des Remparts et nous sommes en public. Ah, ils sont très très chauds et en plus il pleut aujourd'hui, donc là vraiment on est dans une ambiance moite torride, c'est génial. Nous allons donc dans cet épisode parler de patrimoine breton, mais nous allons surtout nous intéresser au patrimoine bâti et architectural à partir des recherches et des sujets de prédilection de mes invités. Et donc à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir donc 3 invités. J'ai d'abord Agathe Millard. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. Oui, merci. On les arrête plus, ils sont on fire. Donc tu es chercheuse donc en Master 1 à l'Université de Bretagne occidentale, donc à Brest, donc bien loin d'ici. Et donc tu fais un mémoire sur les ossuaires en Bretagne à la fin du Moyen-Âge et tu es sur la direction de Michel Bocard. À tes côtés, on a Clémence Blanchard. Bonjour Clémence. Bonjour. Tu es donc chercheuse à l'Université d'Angers, donc tu as un master de première année sur la seigneurie rurale de Rochefort-sur-Loire au XVe siècle du point de vue architectural et patrimonial. Tu es sous la direction de Laurent Vissière et Renan Durandir. Et à vos côtés, j'ai aussi Élise Balch. Bonjour Élise. Bonjour. J'adore. Donc toi, tu es responsable du service conservation et valorisation des patrimoines de la ville de Dinan. Et donc, tu vas nous parler forcément du patrimoine de Dinan, de ces fameuses remparts. Alors, je vous propose pour commencer de faire une petite présentation de chacun de vos cas d'études. On va commencer donc par la présentation du lieu qui nous accueille, Dinan et ses fameuses remparts. Donc Élise, comment est-ce que tu peux décrire ces remparts et de quelle époque elles datent ? Alors, les remparts de Dinan, nous avons eu la chance récemment d'avoir des nouvelles études qui ont permis justement de dater plus précisément les remparts, puisqu'en fait, la majorité de l'enceinte urbaine que nous avons aujourd'hui date du XIIIe siècle, et donc l'enceinte a évolué jusqu'au XVe siècle. Et nous avons eu un très très grand chantier de restauration récemment qui nous ont permis de dater une partie des remparts de manière un peu plus ancienne, et typiquement, dès le XIe siècle, on aurait pu déjà avoir une ceinture de remparts, ou en tout cas un bourg fortifié. Donc évidemment, ça remonte énormément dans le temps, et nous allons avoir des vestiges, notamment de la porte Saint-Malo, qui daterait de la toute fin du XIIe siècle. Donc on est vraiment sur une enceinte urbaine, aujourd'hui la plus importante de Bretagne, et justement qui va être dans un état de conservation exceptionnel, puisqu'à l'origine, on avait à peu près 2,6 km de remparts. Aujourd'hui, on a 2,260 km de remparts médiévaux de conservés. Donc, c'est vraiment une enceinte, évidemment, hyper importante. Et donc, Clémence, tu travailles aussi sur un ensemble donc, qui comporte des fortifications, mais pas vraiment dans le même état, c'est ça ? Non, pas du tout même. C'est le moins qu'on puisse dire. Il reste que quelques mètres de courtine visibles encore. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et en plus, un superbe pan de mur, donc vraiment magnifique. Mais je travaille pas vraiment sur la Bretagne, puisque je travaille sur l'Anjou. C'est vraiment le tintintin. En fait, tu travailles pas sur la Bretagne. Mais pas très loin quand même. Non, pas très loin du tout, puisque en plus l'Anjou était vraiment très collé à la Bretagne pendant son indépendance. Donc vraiment à quelques pas des marches de Bretagne. Et donc finalement, la seigneurie de Rochefort-sur-Loire donc était en Anjou, aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, et était un bourg et un château fortifié qui date de vraiment très longtemps et peut-être même antérieur au XIe siècle, on ne sait pas encore, puisqu'on a retrouvé des sarcophages sur le site qui tendraient justement à la dater antérieurement, puisque les sarcophages sont utilisés jusqu'au IXe siècle environ. Donc tout ça c'est très intéressant, et donc finalement la seigneurie a d'abord appartenu au comte d'Anjou avant d'être seigneurie indépendante, et enfin d'arriver au XVe siècle, la période que j'étudie, sous les La Trémouille, donc une grande famille puissante. Les La Trémouille ? Tout à fait. J'adore.
J'adore le nom. Tout à fait. Donc c'est une grande famille de la haute noblesse, pas du tout originaire d'Anjou non plus, plutôt du Poitou et même de la Bourgogne. Ah oui, vraiment très très loin quand même. Oui, pas du tout dans le coin. Mais en tout cas, Georges de la Trémouille s'est marié avec Catherine de L'Île-Bouchard et donc a repris la seigneurie en 1427. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée à la seigneurie et donc à ses fortifications. Et pendant toute la période du XVe siècle, il y a eu des gros remaniements sur le logis seigneurial, mais aussi sur les remparts qui ont été complètement réadaptés aux nouveaux enjeux de la guerre, notamment l'artillerie à poudre. Et c'est pour ça notamment qu'il y a eu un boulevard d'artillerie qui a été fait, donc qui était conçu justement pour pallier l'absence des canonnières. Voilà, j'en dis pas plus. On va le détailler pendant l'épisode. Et donc toi, Agathe Millard, tu travailles sur un type alors très particulier de bâti, on l'a dit, des ossuaires médiévaux. Alors, explique-nous déjà à quoi servait un ossuaire et à quoi ça ressemblait. Alors, un ossuaire, c'est un bâtiment très particulier qu'on possède en Bretagne, mais pas uniquement en Bretagne, on en a aussi en Lorraine et on en a eu à Paris autrefois. Mais on en possède une concentration en Basse-Bretagne, donc la partie bretonnante. Ce sont des petits bâtiments qui ressemblent à des chapelles. Ils sont ouverts sur une façade principale avec des baies qui laissent entrevoir donc l'intérieur. Et on les retrouve accolés aux églises ou construits dans un coin du cimetière. Autrefois, les pratiques religieuses poussaient les paroissiens à être enterrés donc à l'intérieur de l'église ou autour, ce qui a créé le cimetière. Mais celui-ci était entouré lui-même d'une clôture qui limitait l'espace funéraire. Donc à un moment donné, on manque de place. Donc ce qu'on fait nous en Bretagne, c'est qu'on va venir chercher les ossements, on va venir les exhumer pour les entreposer dans un ossuaire. On aime bien ranger en Bretagne, quoi. C'est ça. Vraiment, on est très carré, on est rigide. Et juste, tu l'as dit, ces ossuaires, on les retrouve vraiment partout en Bretagne ou est-ce qu'on a des concentrations dans des espaces géographiques ? Alors, on en a une concentration en Basse-Bretagne, donc la partie occidentale, qui représente l'ancien duché de Cornouailles, l'ancien duché de Léon et l'ancien duché de Tréguier. On en a quelques-uns en Haute-Bretagne, qui était la partie limitrophe du Royaume de France. Donc la partie la plus éloignée du Royaume de France, justement, a conservé des pratiques plus caractéristiques de la Bretagne. Et donc, on va essayer de trouver des réponses sur cette concentration, notamment aux alentours de Morlaix et dans le pays du Léon. Et donc, vous l'avez un petit peu dit, mais déjà, pour comprendre comment est-ce qu'on étudie le patrimoine breton aujourd'hui, enfin le patrimoine bâti aussi. Donc, Clémence, qu'est-ce que tu veux montrer dans tes recherches ? Alors, moi, j'ai une partie architecturale, mais pas seulement, puisque j'ai voulu comprendre comment fonctionne une seigneurie, quel est le système seigneurial mis en place, surtout à une période, en fait, où le système seigneurial, les structures sont en pleine mutation et où l'autorité seigneuriale, donc, va se renforcer. Et en parallèle de ça, donc, j'ai voulu avoir tout un aspect architectural et patrimonial en m'intéressant justement aux fortifications et aux bâtis en général. Pour faire ça, j'ai eu l'opportunité d'avoir une codirection donc avec un chercheur à l'inventaire du patrimoine, donc de Maine-et-Loire, qui m'a vraiment permis d'avoir une vraie approche architecturale du bâti et d'avoir accès aussi à des spécialistes. Et donc, toi, Agathe, c'est pas seulement un inventaire que tu fais, donc tu dis que tu vas étudier la genèse. Oui, la genèse, donc les commencements. Donc l'objectif, ce sera donc de faire un inventaire, oui, mais pour surtout pouvoir travailler sur des archives à des sujets précis, donc à des ossuaires précis. On va pouvoir les dater avec notamment des archives, mais aussi du terrain. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de faire d'abord un inventaire, de savoir quels sont les bâtiments encore debout, encore visibles sur place, et ceux qui ont été détruits, parce que la grande majorité ont été détruits au 19e siècle lorsque les cimetières ont été délocalisés à l'extérieur des villes pour des questions d'hygiène, mais les ossuaires n'ont pas suivi. Donc s'en est suivi la perte aussi de cette pratique funéraire. Et donc ils sont tombés en désuétude. Donc je fais dans un premier temps un inventaire et ensuite une recherche sur le contexte de création. Et donnez-nous aussi un aperçu, quand on travaille sur ces sujets, de quelles sources est-ce qu'on dispose ? Vous devez donc aller, vous l'avez dit, dans les archives, c'est ça ? Tout à fait. Donc il y a beaucoup d'archives qui nous permettent de documenter le bâti, mais il faut fouiller parce qu'on ne les trouve pas comme ça. D'abord, il y a les grands chartriers ou les grands cartulaires. En fonction, chartriers, c'est plus pour les seigneuries, alors que les cartulaires, c'est plus pour les abbayes. C'est des gros manuscrits. En fait, c'est des boîtes dans lesquelles se trouvent tous les documents administratifs d'une seigneurie ou d'une abbaye, dans lequel on trouve les aveux, donc tout ce qui répertorie les bâtiments lorsqu'ils font un hommage aux personnes, et aussi toutes les comptabilités qui permettent donc d'avoir toutes les dépenses liées en fait aux réfections C'est très important les comptabilités effectivement, parce que parfois en fait je sais que notamment quand on parlait de Notre-Dame ou de choses comme ça, il y a beaucoup de choses sur les constructions, on a très peu de documents sur la construction elle-même, mais par contre on a la comptabilité de
Donc ça nous permet un peu de retracer des choses en creux comme ça. Tout à fait, surtout que souvent c'est au milieu des poules et des moutons. Donc finalement, il y a beaucoup d'éléments là-dessus et mes comptabilités, justement, c'est le document sur lequel je me suis vraiment appuyée pour faire l'histoire de la seigneurie de Rochefort-sur-Loire. Moi, je vais pouvoir rebondir sur ce qu'a dit Clémence. Effectivement, les comptabilités sont très importantes puisque, dans mon cas, je suis amenée à étudier les registres paroissiaux dans lesquels sont énumérées donc toutes les dépenses faites pour les constructions, les réhabilitations, le coût du matériel, mais on a également des noms de personnes qui ont participé à la main-d'œuvre et également les registres de décès qui peuvent participer aussi au calcul du nombre par exemple, d'habitants dans une paroisse. Donc, toutes ces données-là sont importantes, mais malheureusement, au XVe siècle, elles sont soit dans un mauvais état, soit perdues. On en a quelques-unes et donc l'objectif, ce sera essayer de retrouver ce qui nous reste pour ensuite l'interpréter avec le terrain. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un côté chasse au trésor dans les archives ou est-ce qu'on peut dire que non, c'est bon, tout est bien documenté, juste ça attend d'être documenté, ou est-ce que vous devez vraiment, des fois, aller écumer pour trouver le bon document ? Oui, effectivement, en fait, c'est une recherche permanente et je pense que le master porte bien son nom. Et chasse au trésor, oui, parce qu'on sait ce qu'on cherche, mais on n'est pas sûr de le trouver, donc oui. Oui, parce que des fois, il faut s'imaginer les boîtes d'archives, il y a écrit, ok, bon, ça parle de cette seigneurie, mais il n'y a pas spécifié dans quel feuillet, et si vous avez 300 feuillets à exhumer, donc ça doit être pas simple, effectivement. Élise, est-ce qu'on a des sources écrites qui nous permettent de documenter l'histoire des remparts ? Alors oui, tout à fait. Et d'ailleurs, même par rapport à l'histoire de Dinan, puisqu'en fait, la première mention d'un seigneur de Dinan, qui s'appelle Josselin de Dinan, donc c'est aux alentours de 1040. Avant, on a une mention de ce personnage, mais qui ne s'appelle pas de Dinan. Donc, ce qui nous montre bien qu'en fait, entre deux actes de donation, parce que vraiment les actes de donation donnent énormément d'informations, c'est vraiment non pas les testaments, mais en tout cas le répertoire en fait des possessions. Et je te donne ça, mais à tel moment justement, la seigneurie possède telle ou telle chose. Et du coup, donc ça veut dire que Josselin de Dinan, juste avant, dans les années 1035, n'était pas mentionné comme étant Josselin de Dinan. Donc ça montre qu'entre les années 1035-1040, il installe sa seigneurie à Dinan. Donc, ça veut dire qu'on a déjà plusieurs documents qui nous parlent de cette personne-là. C'est déjà énorme pour le Moyen-Âge de savoir ça. Voilà, en fait, il a témoigné, donc il était présent au moment d'un acte de donation, donc pour Saint-Georges de Rennes, et donc effectivement, on mentionne les témoins, et donc Josselin est mentionné. Ça n'est pas un inconnu parce que c'est le fils cadet du vicomte d'Alette, donc aujourd'hui Saint-Malo. Donc on a quand même entre guillemets un staff de personnes de confiance qui permettent d'attester de dons. Donc là, c'est vraiment pour la fondation. Et pour, entre guillemets, l'histoire des remparts en elle-même, c'est vrai qu'on va avoir en 1123 un acte de séparation de donation. Donc on a un seigneur qui s'appelle Geoffroy de Dinan qui va séparer Dinan en deux pour les donner à ses fils, donc le nord et le sud. Et à ce moment-là, on a une mention indiquant qu'il y a une porte dans la rue qui part de la tête du pont. Alors comme ça a l'air un petit peu fumeux, mais en fait, quand on réépluche et quand on regarde les plans typiquement, on peut se rendre compte que c'est sans doute une porte qui était à l'emplacement, ou en tout cas la base, de la porte du Gersual actuellement, qui est une des portes les plus célèbres de Dinan aujourd'hui, et qui serait plutôt datée du XIIIe, XIVe siècle. Donc ça donne des informations par rapport à ça. Et ensuite, on va presque avoir un guide de voyage avec un géographe arabe qui s'appelle El Idriss au XIIIe siècle, qui va partir en voyage pour, entre guillemets, raconter le monde à son protecteur, qui est le roi de Sicile. Et donc, il va visiter Saint-Malo et il va visiter Dinan. Et il indique que la ville de Dinan a tous les attributs d'une ville ceinte de remparts, d'enceinte urbaine. Sauf que là, on est au XIIIe siècle. Donc, typiquement, ça devait être des remparts composites, donc terre, pierre et bois, puisque au tout début de la guerre de succession de Bretagne, la ville de Dinan est mentionnée comme prenable. Donc si on avait un noyau vraiment complet, ça n'aurait pas été... Ouais, ça passe. Franchement, voilà, on peut la prendre, quoi. Non, mais déjà, cette source-là sur le voyageur arabe, j'adore ces sources-là, parce que oui, quand on dit oui, au Moyen-Âge, on voyageait pas... Oui, non mais vraiment, le gars venait de Sicile, quoi. Et vraiment, il est venu jusqu'ici, donc oui, on voyageait et beaucoup. Et donc aussi, je me demandais pour toutes les trois, donc on a parlé d'archives écrites, mais est-ce que vous travaillez aussi sur l'archéologie du bâti ? Alors bien sûr, c'est des compétences particulières qu'il faut avoir, mais est-ce que vous puisez quand même dans ça pour vos recherches ? Alors moi, dans l'archéologie du bâti, je ne travaille pas avec des archéologues, mais sur place, je fais un travail d'analyse architecturale. Tout à l'heure, je vous ai parlé des façades des ossuaires qui possèdent des baies, et chaque baie possède des décorations que l'on peut répertorier à un courant artistique. Donc en général, lorsqu'il s'agit d'un ossuaire de mon corpus, on va retrouver
des courants gothiques ou du gothique flamboyant. C'est quoi la différence entre les deux ? Le gothique flamboyant est plus récent et il va posséder des formes, des baies en forme de trèfle, donc arcature trilobée. Et donc on va avoir ces répétitions-là. Au niveau des ossuaires, on va avoir aussi des pignons qui vont correspondre à ce courant. Et entre chaque ossuaire d'un même territoire, parfois elle sera la même qu'une partie de l'église qui, elle, a déjà été datée. Donc on peut les comparer et se rendre compte qu'elles sont contemporaines, que les deux bâtiments sont contemporains l'un de l'autre. Et c'est le cas aussi pour différents ossuaires, lorsqu'ils viennent parfois de la même trève. Donc une trève, c'est une particularité qu'on a en Bretagne. Lorsqu'une paroisse est installée trop large géographiquement, elle installe des succursales. Donc la paroisse principale va financer l'ossuaire de la succursale, donc potentiellement les deux auront un ossuaire identique, ce qui nous permet de combler parfois les manques au niveau de la datation dans un cas ou dans l'autre. Donc c'est plein de facteurs à prendre en compte, mais au bout du compte, on arrive à créer des liens et à confirmer. Oui, entre la pierre, le décor et tout, tu peux faire pas mal. Oui, encore une fois, on est sur un jeu de pistes, une carte au trésor pour essayer de retrouver tous les indices. C'est ça. Et toi, du coup ? L'archéologie du bâti est vraiment très importante pour forcément le bâti médiéval, puisque non seulement ils font des relevés, donc des vrais dessins scientifiques, mais en plus ils peuvent dater, c'est ce que tu viens de dire, en plus de la pierre, on peut aussi dater les charpentes avec la dendrochronologie. Et c'est ça qui fait partie des choses très intéressantes avec l'archéologie du bâti. Mais bien sûr, il faut être entouré de spécialistes. On ne peut pas s'improviser archéologue du bâti médiéval. Il faut avoir suivi des études et surtout avoir les techniques faites pour. Élise Bage, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des spécificités ou des caractéristiques communes au patrimoine breton bâti ? Alors, je sais que c'est une question qui n'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire comme de choses importantes à garder en tête ? Alors j'aurais tendance à dire que du coup le patrimoine breton brille par son ouverture au monde, puisque justement on a l'image d'un territoire indépendant jusqu'en 1532 avec justement une identité, une langue, etc., etc. Mais justement tu l'as dit tout à l'heure, la Bretagne était très très ouverte, mais dès l'Antiquité en fait. Donc on va avoir un patrimoine bâti qui va représenter les trois ordres qu'on retrouve au Moyen-Âge, donc la paysannerie, la seigneurie et effectivement le clergé. Et justement en fait on va avoir des motifs qu'on va retrouver en Bretagne, mais également en Normandie ou dans d'autres, entre guillemets, régions limitrophes. On va aussi avoir énormément d'influences d'Angleterre, d'Espagne. Et donc, on ne peut pas rester sur un patrimoine identitaire breton, en tout cas bâti, puisque du coup, la Bretagne était au centre de circuits de commercialisation, de commerce terrestre, maritime, donc énormément d'ouverture. Si je pars plutôt sur des spécificités, tu l'as dit un petit peu, effectivement, sur le côté gothique flamboyant, où on va avoir, entre guillemets, des modes qu'on va retrouver en Bretagne, qui sont assez caractéristiques. Mais mine de rien, on peut surtout parler des matériaux, avec le granit, donc, parce qu'on a énormément de carrières de granit différents, des couleurs différentes également. Et donc, c'est peut-être plus au niveau des matériaux, à mon sens, qu'on va avoir des spécificités plutôt que des styles architecturaux. Question un petit peu touchy. Dans quel état est le patrimoine bâti breton aujourd'hui ? Parce que là, vous avez donné vos différents cas, donc on voit déjà qu'on peut avoir des choses qui ne sont pas forcément toutes en bon état. Mais de ce que vous avez pu voir, est-ce que vous pouvez dire qu'il est en plutôt bon état ou pas ? Je pense que dans la grande majorité des cas, on a la chance d'avoir une région qui prend énormément soin de son patrimoine. Et grâce aux nombreuses restaurations qui ont eu lieu ces dernières années, je pense qu'on a la chance d'avoir un patrimoine médiéval qui est en relativement bon état et qui est sans cesse protégé aussi. On a beaucoup d'initiatives de protection. Donc je pense que oui, mais bien évidemment le temps nous a fait perdre, je pense, de magnifiques monuments, mais de manière générale, je pense que c'est correct. Je rejoins complètement par rapport à, on va dire, le côté précoce des protections, puisque si on recentre un petit peu sur Dinan, je parlais évidemment de l'enceinte urbaine qui est très 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 importante. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans les années 1880, on a eu une destruction, donc qui est la destruction de la porte de Brest, qui est une des portes de la ville de Dinan. Et donc ça a tellement ému, notamment la population de Dinan, qu'en fait, les habitants de Dinan et effectivement les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance de ce patrimoine, et l'ensemble de la ceinture urbaine a été protégé en 1886. Donc c'est quand même relativement, en tout cas récent par rapport aux périodes de protection du patrimoine, donc qui datent du 19e siècle. Mais ça montre aussi justement que depuis cette période-ci, les destructions se sont vraiment réduites à rien. C'est intéressant de voir qu'effectivement il y a le côté émotion publique. C'est pas juste une décision, il y a eu une décision politique après, mais que ça venait vraiment de la part des gens de non, on a besoin de ces repères visuels importants. Complètement. Et du coup, que ce soit Clémence ou Agathe, ce sur quoi vous travaillez, est-ce que c'est visible aujourd'hui par le grand public ou pas ?
Alors de mon côté, les fortifications de Rochefort se situent toujours sur des gros rochers qui fait partie de la corniche angevine, si vous connaissez un petit peu. Donc en fait, le premier rocher sur lequel se situait le château est inaccessible aujourd'hui et sous arrêté municipal, puisque ce serait trop dangereux d'y aller à l'heure actuelle. Mais aussi, quelque chose que j'ai envie à travers ce travail, c'est justement de faire connaître ces fortifications aux habitants pour qu'ils se réapproprient et pourquoi pas envisager des restaurations ou ce genre de choses. Et du côté du bourg castral, là, cette fois-ci, c'est accessible, mais c'est une propriété privée sur laquelle se trouve un château du 19e siècle aujourd'hui. Et à travers cet exemple, je tenais quand même à montrer à quel point c'est intéressant de voir que les périodes en fait se chevauchent et sur en fait une courtine du Moyen-Âge se trouve un château du 19e siècle. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant de voir, et finalement c'est pas le cas juste ici, il suffit de voir nos communes en fait en Bretagne ou ailleurs pour voir ce chevauchement des époques. Oui, il y a forcément l'occupation humaine et selon les endroits plus ou moins de destruction. Pour mon cas, effectivement, les ossuaires sont toujours visibles, comme le sont d'ailleurs les chapelles, et accessibles au public. Alors, ils sont en plus ou moins bon état, mais pour les curieux, je sais qu'à Lanrivain, l'ossuaire de Lanrivain possède encore des ossements, qui est encore rare. Je pense qu'il doit y en rester 2 en Bretagne qui en possèdent encore, mais ce ne sont pas des ossements du Moyen-Âge, certainement de l'époque moderne. Et pour les ossuaires les plus monumentaux du XVIIe siècle, ils sont bien connus du public. Je pense à l'ossuaire de Saint-Égonec ou celui de Lampol-Guimillot, qui représente en fait l'évolution de cette pratique funéraire et également l'essor de la Bretagne et l'essor des paroisses. Oui, parce que c'est aussi, donc on l'a dit, ce patrimoine bâti, il a eu donc l'évolution au fil des siècles. Donc toi, est-ce que déjà, tu vois, dans les ossuaires, déjà le passage des siècles, donc certains ossuaires qui ont eu des influences artistiques ou architecturales des siècles après le Moyen-Âge? Oui, effectivement, ils ont pris donc des allures plus monumentales, ils ont été ornés plus richement de décorations, mais également dans leur forme, les tout premiers ossuaires donc, sont comme une dépendance de l'église. On n'a même pas de porte, on y accède par les baies, on passe les ossements par-dessus, et ils sont visibles des paroissiens, mais il n'y a pas on ne rentre pas. Il y a vraiment une séparation entre les vivants et les morts, comme le représente la clôture dans l'enclos paroissial. Et au fur et à mesure de l'évolution de ce culte aux défunts, on va avoir des ossuaires qui vont s'agrandir et dans lequel on va intégrer des autels. Et donc à ce moment-là, les vivants sont invités à faire des cérémonies à l'intérieur, donc en cohabitant avec les vivants. Donc c'est cette cohabitation qui représente l'évolution des ossuaires en tout cas. Et si on parle évolution, Élise Balch, quelles ont été les restaurations qui ont eu lieu au cours du XXe siècle des remparts de Dinan ? Alors on a eu beaucoup de périodes entre guillemets, de restauration qui ont été plus ou moins positives. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on avait effectivement des matériaux qu'on a appliqués sur des remparts médiévaux qui ne sont pas adaptés. Typiquement, les joints ciment, c'est une catastrophe, ça fige le monument. Et donc on va avoir à partir du début du XXe siècle des restaurations, et ensuite on va avoir aussi un grand programme d'achat, ouverture, restauration à partir des années 80, et qui ont permis typiquement l'ouverture du chemin de ronde sur la porte du Gersual. C'était achat, c'est-à-dire que c'était des parties privées et que du coup la ville a acheté pour pouvoir garantir l'accès au public ? Exactement, puisqu'en fait c'est une des spécificités qu'on peut avoir au niveau des remparts, c'est que tout au début du XXe siècle, à peu près 90% des remparts étaient privés, puisque depuis la Révolution française, les habitants de Dinan ont la possibilité d'acheter des pans de remparts pour en faire des jardins ou des zones d'agrément. Avant, c'était possible auprès de la couronne, mais c'était uniquement de la location. Il fallait les rendre si on avait une remise en défense nécessaire. Donc, les habitants de Dinan étaient propriétaires de leurs remparts. Ensuite, dans les années 80, il y a eu un grand programme de rachat, réouverture de remparts, effectivement. Et là, évidemment, on a soit des effondrements-restaurations, soit des restaurations qui amènent l'ouverture de pans de remparts. Et là, évidemment, on est sur des promenades ouvertes au public en totalité. Donc depuis 2007, vous avez la promenade de la Duchesse Anne au niveau du jardin anglais qui a été restaurée suite à des effondrements. Également, là actuellement, le front nord des remparts qui est en restauration depuis 2022. Et est-ce qu'on a eu des découvertes vraiment récentes ou qui ont permis d'avoir des nouvelles connaissances sur les remparts? Je l'ai dit tout à l'heure, donc on a eu certaines datations qui ont été revues aussi, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'avantage de ce grand chantier des remparts nord, c'est que justement, on a pu être accompagné par donc le SRA, le Service régional de l'archéologie, et l'INRAP, donc l'Institut national en recherche archéologique préventive. Et l'avantage, c'est qu'on avait des archéologues, notamment Hélène Cadieux, donc qui est archéologue du bâti. Donc on avait notre propre archéologue du bâti,
qui accompagnaient le chantier. Et si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour sur le secteur qui a été ouvert la semaine dernière, donc de la tour Saint-Julien à la tour de l'Esquin, a été découvert un niveau de la tour d'artillerie du 15e qui était complètement méconnu, puisque je vais rapidement raconter cette histoire. En fait, vas-y, avec plaisir. Cet espace-là, en fait, était la réserve de poudre, donc à l'époque moderne, à la toute fin des guerres de religion. Et quand Henri IV et les troupes royales sont arrivés à Dinan pour récupérer la ville qui a été remise en défense par le duc de Mercœur, accident ou pas, la poudrière a complètement explosé. Alors là, boum, ça a vraiment détruit l'intérieur de la tour jusqu'aux vitraux de l'église de Saint-Malo qui était juste à côté. Donc ça reste, entre guillemets, un traumatisme pour la ville. Donc 1598, explosion. Et en fait, grâce aux fouilles archéologiques, on a découvert un niveau de cette tour d'artillerie du 15e qui était complètement, entre guillemets, oublié. Qui était enseveli sous les gravats, quoi. Qui était justement remis en terre, puisqu'en fait, cet espace était un jardin privatif qui avait été racheté ensuite par la ville. Donc du coup, les archéologues ont décaissé et on a trouvé des fenêtres à coups-sièges. Donc ce sont ces baies en fait avec des bancs de part et d'autre pour utiliser la lumière du soleil le plus longtemps possible, avec des canonnières. Et on a aussi des latrines et on a aussi une cheminée restaurée. Donc l'avantage, c'est que ces découvertes archéologiques ont permis de faire évoluer le chantier de restauration et aujourd'hui ces vestiges sont stabilisés. Donc ça c'est aussi un événement assez intéressant. Et aussi on a découvert une braie. Pareil, je vais rapidement... C'est quoi une braie ? Alors une braie, ça va être un mur avancé au pied du rempart qui va être un petit peu le bouclier, qui va empêcher justement les machines de siège et ensuite l'artillerie de détruire assez rapidement. Quoi. Un pré-rempart, exactement, vraiment comme un bouclier. Et du coup, cette braie médiévale va être percée de fenêtres de tir pour justement avoir, là c'est vraiment de la technique militaire, pas d'angle mort en fait, on arrive vraiment à toucher toutes les personnes qui arrivent au pied du rempart. Et avant ce chantier de restauration, on pensait que c'était une fausse braie, donc une braie qui daterait plutôt de l'époque moderne et qui ne servait, entre guillemets, qu'à entreposer des canons à son sommet et de tirer. Et justement, grâce au chantier de restauration, on a découvert que c'était une vraie braie et qu'on avait un chemin de ronde au sommet et que les défenseurs pouvaient passer juste derrière pour tirer justement sur les attaquants. Et tout ça, ça a été stabilisé au moment du chantier de restauration et cet espace sera ouvert au public à partir des Journées européennes du patrimoine. Donc là, en 2025 Oui, tout à fait. Ah oui, donc là, on a une exclue. Voilà. Donc justement, pour la valorisation du patrimoine, j'ai cru comprendre qu'au niveau de la région Bretagne, il y avait pas mal d'actions qui étaient entreprises depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple ? On peut citer les exemples des inscriptions au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque d'ailleurs cette semaine, les alignements de Carnac sont enfin rentrés sur le patrimoine de l'UNESCO. Et je rebondis sur l'initiative du Finistère, puisque depuis 2 ans, on lance le dossier sur les enclos paroissiaux donc du Finistère, et qui concerne d'ailleurs quelques ossuaires. Et ce genre d'initiatives permettent de relancer déjà le patrimoine breton, mais à l'échelle mondiale, de nous faire de la visibilité, et également de pouvoir nous permettre de les entretenir, de leur donner un statut suffisamment important et une étiquette qui nous permettra de les conserver dans les années à venir. Alors, je ne suis pas spécialiste de la Bretagne, mais j'ai quand même fait quelques recherches avant de venir. Et j'ai observé que l'inventaire du patrimoine était aussi très actif sur la région Bretagne, mais aussi dans toutes les régions. Notamment aussi, j'ai pu le voir sur l'inventaire des fortifications littorales. Cette fois-ci, pas du Moyen-Âge, mais des années 1918 à la Seconde Guerre mondiale. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments architecturaux et patrimoniaux auxquels on ne pense pas forcément, comme l'industrie aussi. Mais donc voilà, je pense que la région Bretagne est quand même très active et le fait que l'inventaire du patrimoine soit une compétence obligatoire de chaque région, ça invite justement les régions à être actives au profit de leur patrimoine. Bon, à Dinan, forcément, vu leur place et leur importance, les remparts ont été depuis longtemps mis en valeur. Alors oui, tout à fait. Par contre, justement, entre guillemets, les travaux de restauration ont permis aussi de faire évoluer les connaissances à ce sujet-ci et donc de faire des publications également. Et quand on regarde un petit peu la bibliographie, on va avoir des ouvrages qui sont assez fréquents, mais du coup, c'est ça aussi l'avantage de l'association entre l'histoire et l'archéologie, c'est qu'on a une relecture assez fréquente. Donc évidemment, c'est très intéressant pour nous. J'ai une question qui paraît un peu naïve comme ça et générale, mais est-ce que, d'après vos recherches et d'après ce que vous sentez même en tant que visiteuse et de simple, voilà, est-ce qu'en Bretagne, on a un attachement spécifique au Moyen-Âge ? Est-ce que c'est un goût particulier à votre avis ou est-ce que c'est juste moi qui divague ?
Alors à mon sens, en fait, on va avoir effectivement quelque chose de double. On a évidemment un intérêt pour le Moyen-Âge parce que mine de rien, le Moyen-Âge c'est grand, ça dure quand même près de 1000 ans. Donc effectivement, on va avoir des vestiges en Bretagne qui datent de l'ensemble des périodes. Donc évidemment, on a des témoins qui permettent de s'intéresser au fur et à mesure. Et en plus de ça, on va aussi avoir un côté très identitaire, entre guillemets, avec le Moyen-Âge, notamment par rapport au celticisme, même si on rentre pas dans les détails aujourd'hui. Et donc la population va être aussi attachée à une image du Moyen-Âge qui est véhiculée au 19e siècle. Donc à mon sens, on va avoir les deux en Bretagne. Je pense que Élise a bien résumé et aussi on a la chance pour la plupart d'entre nous de vivre dans des villes médiévales avec des bourgs historiques qui nous permettent d'être en immersion permanente et je pense qu'il y a ça peut peut-être entretenir une certaine nostalgie et entretenir aussi l'imaginaire autour de celui-ci et c'est aussi pour ces raisons-là qu'on se retrouve tous ici aujourd'hui. Et au moins, on a un imaginaire concret. En fait, là, c'est vrai que quand des fois on parle, par exemple, aux États-Unis, ils adorent le Moyen-Âge, mais alors bien sûr, ils n'ont rien de médiéval là-bas et ils le fantasment totalement. Alors que nous, en fait, on a une vision du Moyen-Âge, on est un peu plus ancré parce que oui, on voit les châteaux et on voit tous les monuments qu'on a autour de nous. Je dirais que les Bretons, en tout cas, donnent l'impression d'avoir un sentiment identitaire assez important et qui, je pense, favorise. Tu crois Non. Non, pas du tout. C'est pas du tout des forceurs, avoir tout le temps des drapeaux et tout ça. Non, jamais. Voilà, en tout cas, de l'extérieur, ça donne cette impression de forte identité et qui, je pense, favorise cette sensibilisation au patrimoine, y compris médiéval. Et alors, on a parlé de tous ces patrimoines, on a parlé donc des études que vous faites, mais est-ce que pour vous, tout ce patrimoine, même s'il est bien conservé et qu'on y fait attention, est-ce qu'il est bien étudié ? Est-ce que vous pensez qu'il manque encore beaucoup de recherches ? Il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent peut-être faire des recherches sur le patrimoine bâti en Bretagne. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Forcément oui, mais on est à quel degré ? Alors, je pense qu'on a la chance d'avoir déjà bien étudié une partie du territoire, mais il y a toujours à étudier puisque les techniques évoluent en permanence et nos points de vue, en fonction des générations aussi, évoluent en permanence. Et donc, on peut prendre un même sujet sous un nouvel angle en fonction de la personne qui étudie. Et donc, un sujet qui a déjà été fait mérite d'être révisé quelques années plus tard, ça c'est sûr. Finalement, c'est ce que disait Élise, finalement, sur les remparts de Dinan, il suffit d'une nouvelle datation pour en fait revoir tout un élément d'une histoire d'une ville, en fait. Oui, puis effectivement, mêler les pratiques, puisque justement, on a vraiment la notion d'actualisation qui est hyper importante. Et on a beaucoup d'études, évidemment très intéressantes, mais du coup, qui sont des études de leur temps, entre guillemets. Et donc, le fait d'ouvrir à différentes disciplines, l'archéologie du bâti, on en a parlé, mais aussi, typiquement, également l'archéo-expérimental aussi, qui permet d'avancer sur différentes disciplines. Voilà, ça permet d'avoir un nouveau regard. On parlait tout à l'heure de l'UNESCO. Il y avait eu aussi pendant un temps le projet d'inscription des forteresses des Marches de Bretagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une zone frontière entre guillemets entre la Bretagne et la France, du coup jusqu'en 1532 entre guillemets. Les étrangers là. C'est ça. Et justement en fait on a une vision de ce territoire encore aujourd'hui qui est hyper fixe, alors que du coup c'était une frontière poreuse avec des marchés, avec énormément de commerce. Et quand on lit beaucoup d'ouvrages, c'était entre guillemets le no man's land avec des guerres tous les quarts d'heure. Donc voilà, faire évoluer un petit peu aussi les mentalités parce qu'en fait, on a une vision du Moyen-Âge et si on pouvait effectivement ouvrir aux disciplines et aussi casser un peu les idées reçues, ce serait pas mal. Et Agathe ou Clémence, donc on l'a dit, vous êtes seulement entre guillemets en première année de master, donc vous avez encore plein d'années de recherche devant vous. Est-ce qu'il y a des sujets liés à la Bretagne, de peut-être, que vous aimeriez étudier dans le futur ? Alors, déjà, je m'intéresse à énormément de sujets en particulier, mais pour cette réponse, je vais rester sur mon sujet qui est déjà extrêmement large et j'ai encore beaucoup de boulot devant moi. Mais ce qui est bien, c'est que mon sujet peut permettre aussi de dévier sur d'autres sujets et on est en permanence en train d'apprendre et d'étudier et je pense que être historien, c'est s'intéresser à tout. Et donc voilà. Puisqu'on parlait d'ouverture, justement, la Bretagne était vraiment très liée aux autres régions aux alentours et je pense particulièrement à la Loire qui était vraiment un axe commercial et qui la liait en fait beaucoup à l'Anjou, donc le territoire sur lequel j'étudie. Et en fait, finalement, la Loire servait donc pour le commerce, mais était aussi une frontière fiscale et aussi où se trouvait un ensemble de fortifications. Donc vraiment, je pense que étudier la Loire en profondeur sur cet axe-là d'ouverture pourrait vraiment être intéressant. Je connais quelqu'un qui travaille dessus en époque moderne, je te donnerai le contact si tu veux. Et Élise Bache, qu'est-ce qu'on a comme peut-être projet de futures études et de restauration qui vont être faites sur les remparts ? Là encore une fois, peut-être une avant-première. Alors déjà, on va finir le chantier qui est en cours au niveau de la porte du Gersual. Donc la porte du Gersual, comme je le disais, ça va être un axe assez stratégique puisqu'en fait, ça va être la colonne vertébrale de la ville partant du port qui a été vraiment, entre guillemets, à l'origine de la ville de Dinan
et la partie supérieure qui va être le noyau seigneurial, si un jour on a la possibilité de faire des fouilles archéologiques dans les jardins de la sous-préfecture. Et donc du coup là, le chantier est en cours depuis l'automne 2024. Donc on est sur 1 an et demi de travaux à peu près. Et donc l'idée, c'est effectivement de restaurer la porte et les courtines adjacentes. Et donc encore une fois, accompagné par des archéologues, donc ça va sans doute nous ouvrir beaucoup de champs de documentation que nous n'avions pas, et donc déjà, on finit ça, et ce qui permettra justement un cheminement touristique qui est complètement inédit. On pourra partir justement de la porte du Gersual et aller jusqu'à la tour Saint-Julien, et donc c'était un espace qui n'était évidemment pas ouvert au public, puisque énormément de parties étaient privées. Donc on avait juste un petit bout de cheminement, porte du Gersual jusqu'à la rue de l'École, et donc là, la totalité sera réouverte en 2026. Je mettrai d'ailleurs sur le site passionmedieviste.fr, on mettra une petite carte et tout pour les gens qui nous écoutent en podcast et qui veulent visualiser tout ça. Est-ce que pour les remparts de Dinan et même la ville de Dinan, est-ce qu'il y aurait peut-être des archives encore à étudier s'il y a des gens qui voudraient étudier le sujet? Tu penses qu'il y a encore des choses à faire? Alors oui, du fait que justement l'avantage de la ville de Dinan, c'est pas du tout pour faire de la promotion, mais c'est quand même, on a énormément de patrimoine différent, parce que du coup effectivement on a le côté entre guillemets très carte postale Dinan médiéval, c'est un fait, on a une ceinture urbaine médiévale, on a un château médiéval. Il suffit de se balader dans les rues et on le voit. Exactement, mais par contre typiquement on a eu des recherches récentes aussi qui ont permis d'éclairer tout ça, les maisons à pans de bois, donc qui sont effectivement entre guillemets d'origine médiévale, mais même la technique peut remonter encore un peu plus haut, mais les vestiges qu'on a aujourd'hui sur Dinan sont majoritairement de l'époque moderne. Donc du coup, vraiment travailler sur cette histoire-ci. On a toute la partie aussi patrimoine militaire, on avait des casernes sur Dinan, patrimoine industriel également très important, donc on a énormément de champs d'action entre guillemets, et ça sera jamais fini, je pense. Et alors, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur le patrimoine médiéval bâti breton, ça fait beaucoup de mots à dire à chaque fois, mais est-ce qu'il y aurait peut-être des ouvrages ou des sites internet à conseiller pour en savoir plus ? Alors si on part toujours sur les remparts, mais même globalement, l'avantage c'est que le service régional de l'archéologie a une bibliothèque numérique. Et donc en fait, en fonction des communes, vous pouvez retrouver les rapports de fouilles, et ça c'est vraiment une pépite. C'est très bien, parce que des fois les rapports de fouilles, ils sont enterrés quelque part, là ils sont disponibles. Ils sont numérisés, et justement, donc là typiquement sur les remparts nord, vous allez avoir 3 rapports diagnostiques vraiment très détaillés qui sont disponibles complètement. Et sinon, on peut effectivement parler, tout à l'heure c'était aussi l'objet, de l'inventaire de la région Bretagne, avec les bases GLAD et les bases Gertrude, qui permettent aussi d'avoir une vision bases Gertrude, ils sont forts en acronyme. Qu'est-ce qu'on peut d'autre comme conseiller comme ouvrage peut-être ? Alors j'aurais pas de nom d'ouvrage, mais inviter le public à s'intéresser aux collections universitaires, parce que on parle beaucoup des publications universitaires comme des publications scientifiques et peut-être inatteignable au public, mais je pense que honnêtement ça reste abordable et ça permet de résumer tous les colloques qui sont faits tout au long de l'année, et on a des thèmes qui reviennent en fonction des années. J'ai vu d'ailleurs dans l'entrée qu'il y a les collections de l'université de Rennes, et il y a des thèmes qui peuvent vous intéresser et qui seront fiables et sourcés. Sinon, plus accessible sur la minute, un site internet qui s'appelle BCDIA, qui publie des articles rédigés par des scientifiques qui sont relativement courts, encore une fois sourcés, mais qui permettent de vulgariser des thématiques précises, mais sur une période très large, donc ça peut être à la fois antique, médiéval, moderniste ou contemporaniste, donc c'est intéressant, il faut aller jeter un œil. On le dit jamais assez dans ce podcast, mais quand vous voyez un ouvrage ou une vidéo ou un podcast qui en description n'a aucune référence, c'est pas bon signe. C'est quand même, c'est vraiment, il n'y a même pas un ouvrage mis. Là, c'est, je pense vraiment, quand on veut se documenter sur un sujet, de se dire mais qui nous parle, de où on nous parle, faut quand même un peu checker ça. Est-ce que tu veux jeter quelque chose ? Oui, je parlerais peut-être plutôt aussi des revues. Il y en a beaucoup en plus accessibles en ligne. Je pense à In Situ, la revue des patrimoines. Ça, c'est celle du ministère de la Culture, complètement accessible en ligne, gratuite. Et je pense aussi au Bulletin du patrimoine. Ça aussi, c'est une revue. Donc, les plus anciens numéros sont accessibles aussi en ligne sur Percé. Mais sinon, là, pour le coup, c'est vraiment à l'échelle de la France. Donc, vous pouvez retrouver de tout, mais du coup, en rapport avec le bâti. Et alors, Élise Balch, alors bien sûr, il faut venir à la fête des remparts chaque mi-juillet, chaque été à Dinan. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, pardon, excusez-moi. On aimerait tous les ans, mais déjà tous les 2 ans, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des visites qui sont organisées si on veut découvrir les remparts juste dans la ville ? Bien sûr. Alors déjà, on a toute la partie, entre guillemets, visite guidée classique, donc animée par des guides conférenciers, toute l'année, donc sur des thématiques variées, les remparts, le centre historique, les maisons à pans de bois. Si vous avez l'occasion également, le château de Dinan, qui est vraiment donc un site très spécifique à aller visiter, donc on est ouvert presque toute l'année.
Donc évidemment, un site à découvrir. La Tour de l'Horloge également, donc, qui est un monument à découvrir. Alors malheureusement pas ce week-end vu l'affluence effectivement de la fête des remparts, mais revenez sur Dinan pour visiter tout ça. Donc non, on a énormément d'actions de médiation à destination de différents publics, des scolaires, des personnes en situation de handicap, sachant qu'évidemment c'est aussi un sujet, l'accessibilité des villes médiévales. Et on essaye de développer aussi des outils de médiation numérique pour justement permettre les visites en autonomie. Donc typiquement sur la plateforme WeVisite, vous avez la possibilité de découvrir le parcours des remparts nord complètement en autonomie. Et également on a fait des petites capsules vidéo pour présenter le projet et notamment les acteurs, donc les entreprises de maçonnerie, l'architecte, l'archéologue, etc. sur le site YouTube de la ville de Dinan. Merci beaucoup à toutes les trois pour nous avoir appris plein de choses sur le patrimoine médiéval breton bâti. Donc vraiment merci beaucoup. Donc je remercie encore Clémence Blanchard, Agathe Millard et Élise Balch. Auditeurs, auditrices, venez visiter Dinan chaque année. Enfin, chaque année comme vous voulez. Venez chaque année, c'est bien. Mais tous les 2 ans pour la fête des remparts. Pour en savoir plus, tous les liens qu'on a cités, je les mettrai sur mon site passionmédiéviste.fr. Donc vous pourrez tout retrouver au calme. Si cet épisode vous a intéressé, alors j'ai plein d'épisodes à vous conseiller parce que vraiment le côté, que ce soit le patrimoine ou la Bretagne, j'en ai pas mal parlé. Il y a le hors-série sur la rotonde de Saint-Bénigne à Dijon, donc là vraiment comment on a l'histoire de ce monument sur 1000 ans au Moyen-Âge jusqu'à sa redécouverte. Si vous aimez l'architecture, je peux vous conseiller, j'ai fait, alors c'est un peu un épisode particulier, mais un super joute spécial, on a classé les architectes de la basilique Saint-Denis, là où sont enterrés les rois de France, c'est enregistré dans la basilique Saint-Denis, vous verrez, c'est assez intéressant. J'ai fait aussi, et là, c'est assez touchy, là aussi, un super joute Bretagne vs Normandie, avec des personnages bretons et normands pour voir qui allait gagner le Mont-Saint-Michel. C'était une bataille assez féroce. J'ai aussi fait un hors-série sur l'archéologie du bâti. Et donc la Bretagne, vous verrez, il y en a plein. Mais notamment, je mets en avant un que j'aime beaucoup, qui est très cher à mon cœur. J'ai fait un épisode d'immersion sonore sur les marais salants du Guérande. Parce que les marais salants, on oublie, mais ont le même âge que les cathédrales. C'est assez vertigineux. Donc merci beaucoup à mes invités. Encore merci beaucoup à l'équipe de la Fête des Remparts pour l'organisation de cet épisode. Et merci pour l'accueil. Et merci au public d'être venu dans la salle. Et je vous dis bonne fête médiévale. Et merci encore. Salut! C'était chouette.